Salut les vadrouilles, j'espère que vous allez bien. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient le foudre? Non mais, mythologiquement parlant. Vous êtes-vous déjà demandé comment un élément aussi puissant était tombé entre les mains de Zeus? Parce que, en ce qui concerne le phénomène météorologique, on sait qu'il est produit par frottement d'air chaud et d'air froid. Le premier, l'air chaud, passe au-dessus du second, l'air froid, ce qui engendre la percussion des gouttelettes d'eau et des cristaux de glace en suspension au sein du nuage. Parallèlement, les frottements des courants d'air chaud et froid génèrent l'électrisation du nuage. Les gouttelettes d'eau, plus lourdes et chargées négativement, tombent au sol, tandis que les cristaux, eux, plus légers et chargés positivement, restent en suspension en altitude. Cette différence de potentiel, lorsqu'elle est trop importante entre le sol et le nuage, provoque une violente décharge entre les deux, ce qui produit un plasma que l'on appelle l'éclair et un claquement sonore sourd que l'on nomme le tonnerre. Mais pour la mythologie, c'est différent. Aujourd'hui, accompagné de l'ami Nirvit, nous allons voir ensemble d'où vient le foudre de Zeus. Salut à tous, je suis Nirvit de la chaîne La Biochronique. Et aujourd'hui, avec Pierre, on va vous parler de l'attribut assez particulier de Zeus. D'où lui vient cette arme? Qui lui a façonné? Nous allons également dresser ensemble le parallèle avec les Cyclopes, qui ont bien sûr eu leur rôle à jouer dans cette histoire. Et nous verrons qu'ils sont peut-être bien plus qu'un mythe, voire même qu'ils pourraient exister. Nous en parlerons un peu plus tard dans cet épisode. Et puisqu'on est sur la chaîne de Pierre, je vais même mettre un chapeau. Mais quel est le rapport entre le foudre de Zeus et les Cyclopes, allez-vous me demander? Oui, vous aurez remarqué que je dis le foudre et non la foudre, car l'arme de Zeus est masculin au contraire du phénomène météorologique. Et autre particularité, le foudre possède 3 éclairs. Le premier pour avertir, le deuxième pour punir, et le troisième qui annonce la fin des temps. Quant au lien avec les Cyclopes, eh bien, il est bien plus proche que ce qu'il ne paraît. En fait, les Cyclopes sont les engrenages d'un tout bien plus complexe. Dans la Théogonie d'Hésiode, un poète du 8e siècle avant Jésus-Christ, les Cyclopes se comptent au nombre de 3, fils d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Ce sont les Cyclopes ouraniens, car fils d'Ouranos. Ils se nomment Stéropès, signifiant l'éclair, Brontès, le tonnerre, et Argès, la foudre. Leur histoire se découpe en plusieurs parties. Au commencement, Ouranos, terrifié et craignant de les voir un jour s'unir pour le détrôner, décide de les enfermer dans le Tartare, la région la plus profonde des enfers. Avec eux sont plongés dans cette sombre prison les Hécatonchires, de gigantesques bêtes à la force hors norme munies de 100 bras et 50 têtes crachant du feu. D'autres de ces progénitures. C'est un détail mais qui aura son importance plus tard. Pendant ce temps, Ouranos donne naissance aux Titans, 12 divinités géantes, 6 de chaque sexe. Se méfiant d'eux, de peur de les voir prendre sa place, il les empêche de sortir du ventre de leur mère, Gaïa. Cette dernière, furieuse contre son époux pour le sort qu'il leur a réservé, essaie de les mener à la révolte contre leur père. Mais seul le plus jeune d'entre eux, Cronos, semble réagir. Elle lui confectionne alors une faucille en silex qui deviendra plus tard l'un de ses principaux attributs. C'est assez cocasse quand on sait que cette faucille sera utilisée plus tard pour émasculer son père. Émasculer, attribut, vous avez compris? Vient la révolte. Sorti du ventre de sa mère et déterminé à faire tomber son père, Cronos libère les Cyclopes et les Hécatonchires du Tartare pour lui prêter main forte aux côtés de ses frères et sœurs. S'ensuit un affrontement brutal qui marquera le cours de l'histoire des Titans. Le combat est sanglant, les coups échangés sont d'une rare violence. Le nombre ayant raison de lui, Ouranos perd la face. Et pas que ça. Vous vous souvenez, il émascule son père. Cronos prend donc le pouvoir. Ingratitude. Cronos, conscient de la force des Cyclopes, décide de les renvoyer dans le Tartare où ils seront gardés par Campée, devenue gardienne sous ses ordres. Par la suite, avec sa sœur Rhea, il donnera naissance au dieu grec que nous connaissons. Mais tout comme son père avant lui, il craint que ses enfants se dressent contre lui. C'est pourquoi il décide de les manger. Sacrée méthode pédagogique, je prends note. Bouffer ses gosses. Parfait. N'est-ce pas? Rhea, sur les bons conseils de sa mère, Gaïa, oui, c'était aussi sa mère, il y avait quelques cas de consanguinité dans la mythologie grecque, décide de remplacer l'un de ses enfants,
Zeus, par une pierre emmaillotée dans un linge. Sans prêter attention, Cronos l'engloutit. Zeus, quant à lui, sera mis en sécurité, dans une grotte en Crète, là où son père ne pourra pas l'entendre pleurer. La titanomachie. Les années passent et Zeus grandit à l'abri de son père, jusqu'au jour où il se dit qu'il est grand temps d'intervenir pour libérer ses frères et sœurs. Cronos, convaincu d'avoir englouti tous ses enfants, ne se doute de rien. Zeus, de son côté, réussit intelligemment à se faire engager auprès de son père en tant que domestique. Idéal pour éviter d'éveiller les soupçons. Le temps passe et peu à peu il gagne sa confiance. Un beau jour, sans qu'il ne se doute de rien, Zeus lui sert à boire accompagné d'une solide dose de vomitif. Les contractions se font instantanément sentir, le titan se tord de douleur et vomit tous ses enfants précédemment avalés. Il avait un gros souci de digestion, on dirait. Oh oui. Grâce à cela, les dieux, enfin libérés, se joignent à Zeus afin de marquer le début de la titanomachie. Cet affrontement épique qui oppose dieux et titans. Les cyclopes sur le devant de la scène. Bien conscient qu'il peut les rallier à sa cause, Zeus descend dans le Tartare où il tue Campée et les libère à nouveau. À eux se joignent les Hécatonchires dont je vous parlais un peu plus tôt. Les cyclopes, reconnaissant d'avoir été à nouveau délivrés et furieux contre Cronos, font don du casque d'invisibilité, la cunée, à Hadès, du trident à Poséidon et forgent le tonnerre, l'éclair et le foudre qui leur permettra de vaincre les titans. Mais hélas, le don du foudre à Zeus se retournera contre eux. Plus tard, ils seront tués par Apollon qui leur en voudra de le lui avoir fourni car il aura servi à frapper et tuer son fils Asclépios, foudroyé par Zeus pour avoir ressuscité les morts. C'est ainsi que se clôturera le récit des cyclopes ouraniens. Mais attends, il existe plusieurs types de cyclopes, non? Je crois que j'ai vu dans un livre. Oui, en effet, il en existe 3 autres types. Les cyclopes forgerons, qui servent d'assistants à Héphaïstos, le dieu feu de la forge et de la métallurgie. Les cyclopes bâtisseurs, dont est inspiré le nom mur cyclopéen pour leur construction. Et les cyclopes pasteurs, qui vivent de l'élevage en Sicile, connus comme étant anthropophages. Le plus connu étant Polyphème pour son combat contre Ulysse, que vous pourrez découvrir dans un prochain épisode juste là. Au vu de leur apparence, on pourrait douter de leur existence, n'est-ce pas? Mais vous, pensez-vous que les cyclopes existent réellement? Pensez-vous qu'il soit possible d'en trouver aujourd'hui encore dans notre monde? Et si je vous disais que oui? Effectivement, les cyclopes existent bel et bien. Enfin, ce ne sont pas réellement des cyclopes, mais bel et bien des êtres humains qui ont des maladies très rares. L'holoproencéphalie. C'est totalement imbouffable comme nom. C'est une maladie très rare qui touche une naissance sur 10 000. Cette maladie provoque une fusion des 2 hémisphères du cerveau. Tout simplement parce que le sillon entre les hémisphères ne s'est pas formé. Et cette malformation apporte de nombreuses conséquences, dont beaucoup de malformations du visage. Ces malformations peuvent entraîner ce qu'on appelle de la cyclopie, une fusion des 2 globes oculaires au niveau du front. Un cyclope. Mais alors, d'où vient cette maladie? Eh bien, il y a beaucoup de causes qui peuvent provoquer cette maladie, notamment l'alcoolisme maternel qui provoque bon nombre de malformations, mais aussi beaucoup d'autres causes beaucoup moins contrôlables. Comme par exemple une mère diabétique insulinodépendante, ou dans 40% des cas, des grosses anomalies chromosomiques comme la trisomie 13 ou 18. Et le principal acteur de cette maladie, c'est Sonic Hedgehog. Alors non, pas le hérisson bleu, mais la protéine. Oui, il y a bel et bien une protéine qui s'appelle Sonic Hedgehog. C'est bon? Cette protéine est impliquée dans l'organogénèse chez l'embryon. Et surtout celle du cerveau. Et elle est responsable de beaucoup de malformations lorsqu'elle n'est pas régulée correctement. Et elle est souvent associée à des mutations silencieuses chez les parents. Ce qui fait que cette maladie est très difficile à prévoir. Mais la cyclopie n'est pas une maladie uniquement humaine. Beaucoup d'animaux présentent aussi cette particularité physique. D'ailleurs, la cyclopie est très probablement liée au mythe des cyclopes. Mythe qui serait alors dû à la découverte d'un crâne d'éléphant atteint de cyclopie. Ce qui pourrait expliquer l'apparence gigantesque des cyclopes dans la mythologie. Merci Nirvid pour ces brillantes explications. Nous sommes actuellement à notre 2e collab, la première a eu lieu sur sa chaîne et parle des méduses, ces petites bêtes marines, et Méduse, la célèbre gorgone de la mythologie grecque. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous encourage vivement à aller la voir et surtout à aller faire un tour sur sa chaîne, c'est la Biochronique. Il rend les sujets très accessibles et vulgarise très bien la chose. Je vous mets le lien en description.
Quoi de mieux après la titanomachie que le mythe de Prométhée, l'un des titans qui aurait réussi à voler le feu des dieux pour le donner aux hommes et ainsi réussir à dominer le monde. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne plus manquer aucun épisode. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien!